quoi votre truc ? C'est quoi votre truc ce matin? Je vous parle de vin depuis 3 ans. Une expérience de dégustation de vins régionaux unique en son genre est offerte aux amateurs de bons vins et cépages régionaux. Chaque mois, le Café Cortot de Cinétoile Mal et Lumière à Pries se transforme en un cadre atypique où une vingtaine de convives ont le privilège de déguster une sélection de 7 à 8 vins proposés par un vigneron artisan caveur. Ces dégustations riches en échanges et en découvertes offrent une expérience sensorielle et culturelle authentique. Depuis son lancement, déjà 24 vigneronnes et vignerons suisses romands ont participé à ce concept ludique et convivial qui met en valeur notamment donc le savoir-faire des producteurs locaux. Et ça, c'est important. Découvrez ce matin, c'est à boire, une autre manière de vivre le vin en compagnie de Théo Tsilsiklis et Jean-Claude Steiner, mes invités ce matin. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'être là à l'heure du café pour nous parler de vin et de bons vins, et pas n'importe quel vin, les vins romans, ça c'est important. Romans, oui, absolument. Ouais, Il y a qui dit qu'on fait du bon vin. Bah oui. Soyons pas chauds. Hein. Mais ça concerne vraiment toute la Romandie, c'est pas forcément une région précise en Suisse romande, on peut penser peut-être au vin vaudois, mais non, c'est vraiment toute la Suisse romande. C'est toute la Suisse romande, oui. Et il y a de quoi faire. Ah oui, il y a beaucoup, puisqu'il y a beaucoup de régions vinicoles. Ne serait-ce que le canton de Vaud qui est très riche, et le canton du Valais, mais il y a aussi des cantons qu'on connaît moins, qui sont Genève et Neuchâtel. Et même Fribourg, puisqu'il y a le Vuilly, il faut pas l'oublier. Effectivement, le Vuilly qui réserve quelques petits trésors en ce qui concerne certains cépages. Donc c'est vrai que quand on parle de vins régionaux, on a tendance à penser qu'il n'y a que le Chasselas. Alors le Chasselas c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Non, il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de cépages différents. Alors on peut avoir des préférences, mais le Chasselas est quand même le vin d'origine vaudoise. Quand même. Voilà. C'est alors, ici. Il change de nom quand il passe la frontière valaisanne et ça devient du fondant. Hein. Très bien. Bon, alors, le concept, comment est-ce qu'il est né, ce concept? Qui c'est qui me raconte un petit peu l'histoire, Jean-Claude? À un moment donné, j'ai eu le data. Et puis là, je me suis dit, tiens, il faut faire un peu de bénévolat et occuper son temps libre. Et c'est ce que j'ai fait. Et comme je suis un peu épicurien, j'ai pensé j'ai des amis aussi bien dans la restauration que dans le vignoble. J'ai dit, je vais essayer de parler des vins, surtout les vins d'ici, et essayer de montrer aux gens que on a des artisans vignerons qui sont exceptionnels, et ils font des vins exceptionnels, et ça méritait de leur donner un petit coup de main. Ouais. Alors c'est d'abord une histoire de passion, de passionné, parce que quand on parle de vin comme ça, c'est votre cas, j'imagine aussi, hein, Théo, c'est de pouvoir... Je l'ai rejoint il y a à peu près 3 ans dans son épopée de recherche de vignerons. Et comme on a la même passion, on s'est dit qu'on allait joindre nos forces pour y arriver. Voilà. C'est ça. Alors concrètement, comment ça s'est mis en place? Ça veut dire que vous avez sorti votre guide des vignerons romans et vous avez dit on va faire la tournée des caves, aller sélectionner quelques-uns de ces vignerons justement. Comment ça se passe concrètement Concrètement, d'abord, ça passe par une dégustation, ce qui est toujours un grand plaisir. C'est la règle. Mais disons que chaque fois qu'on est devant une carte de restaurant, on essaye de prendre des vins qu'on ne connaît pas. C'est comme ça qu'on approche. Il y a aussi quelques expositions comme Vinum et autres. On va. Et puis, c'est des amis qui nous disent « Ah, j'ai bu ci, j'ai bu ça ». Puis, on va visiter, on va voir. Et maintenant, on a cette proposition qu'on peut faire aux vignerons qui est de venir faire une dégustation. Alors, c'est plutôt un endroit où ils peuvent effectivement... on peut inviter un certain nombre de personnes, une vingtaine. C'est des petits groupes. Hein. L'idée, c'est ça, c'est de se retrouver pour pouvoir... déguster, discuter un petit coup, sans que ce soit une grande foule qui arrive d'un coup. L'échange est important, c'est ça que je voulais dire. Oui, parce qu'il y a la présence du vigneron. Et alors, avec Théo, on essaye d'avoir des gens qui s'intéressent au vin. Et de ce fait d'être dans un autre décor qui n'est pas une cave. Un cinéma, en l'occurrence. Absolument. Alors, aussi bien le vigneron que les gens sont dans un autre espace. Et comme il n'y a pas d'obligation d'achat non plus, tout le monde est très à l'aise. Et on pose n'importe quelle question.
Donc pour le cinéma, c'est à voir, et pour le vin, c'est à boire. C'est ça, voilà. C'est ça l'idée, finalement, ça va bien ensemble. Oui, puis c'est 7 décils. Donc effectivement, c'est l'occasion de pouvoir découvrir ce qui se fait chez nous. Est-ce qu'aujourd'hui, nos vignerons ont de la peine à pouvoir communiquer un petit peu de leur travail et ce qu'ils font? Parce que, bon, je le disais, hein, il y a des trésors incroyables dans notre belle région, et on a l'impression que des fois c'est mieux c'est mieux mis en avant ce qui vient d'ailleurs. Vous avez un petit peu ce sentiment-là, et c'est un petit peu pour ça que vous avez mis en place cet événement? Oui, parce qu'il faut savoir que la vigne, c'est 365 jours de boulot. Et si les gens savaient le travail qu'il y a dans un verre de vin, je pense qu'ils le boiraient déjà avec beaucoup plus de respect. Et, alors, évidemment, un vigneron, quand il est à la vigne, quand il est à la cave, il n'a plus le temps encore de faire du marketing. Ouais, c'est ça. Alors, on s'est dit, bon, on pourrait leur donner un petit coup de pouce. Et comme c'est un truc qui est passionnant, et qu'on est deux passionnés, voilà. Ouais. Alors, c'est vrai qu'entendre un vigneron au caveur expliquer, raconter avant une dégustation, en fait, ça change tout, hein. Ça change tout. On voyage un petit peu avec, et on parlait de respect, parce que c'est important. L'idée, c'est pas de se mettre à l'envers. L'idée, c'est vraiment d'apprécier ce qu'on est en train de goûter, hein, c'est ça? Oui, et ce qu'il faut dire, c'est que, en principe, je dis bien en principe, quand on parle des vignerons caveurs, on peut dire que tous les vins qui sont faits avec professionnalisme sont bons. La seule différence, c'est qu'ils ne sont pas forcément plaisants à tout le monde. On peut aimer un cépage, d'ailleurs, même quand on déguste avec Théo, des fois on n'est pas d'accord. C'est normal, parce que chacun a ses goûts. Ça ne veut pas dire que le vin n'est pas bon. Ça, c'est aussi des concepts qu'il faut aussi supprimer, comme de dire que les vins suisses sont trop chers. C'est pas vrai. Ouais. Il y a du boulot. C'est une charge énorme. Et puis, il faut comparer ce qui est comparable. Les vignerons qui sont sur le Lavaux ou à certaines parties du Valais, forcément, le travail est un peu plus pénible que d'autres sur la côte. Effectivement. Il y a plus de mécanisation. Alors, si vous aimez les vins, si vous avez envie de déguster des bons cépages, découvrir un peu mieux notre région, hein, grâce à cet événement, c'est à boire, vous avez l'occasion justement de passer une soirée sympa. Alors, il y a une partie dégustation, ensuite de quoi vous allez manger, il y a une partie discussion, et c'est très convivial, hein, c'est ça l'idée. Oui, l'idée, c'est que ça soit un échange. Oui, tout à fait. C'est la base. Et justement, une vingtaine de personnes, jusqu'à 30 maximum, effectivement, pour pouvoir avoir un dialogue. Voilà. Les événements, vous l'avez compris, se déroulent donc à Cinétoile Malais Lumière. Ça se passe une fois par mois, le jeudi, hein, c'est ça? Le premier jeudi de chaque mois, oui. Voilà, très bien. Et comment on fait pour participer? Alors, il faut s'inscrire à l'avance, j'imagine. Oui, alors sur le site cetaboire.ch, donc là vous pouvez vous inscrire à la dégustation et ensuite de quoi au repas et directement payer sur la nouvelle plateforme que nous avons créée. D'accord, tout simplement, vous allez sur 7, donc le chiffre 7 à boire en un mot.ch. Il y a toutes les infos, c'est super bien expliqué. Et si vous avez envie de passer un moment sympa, à faire connaissance peut-être un peu mieux avec nos vignerons et notre domaine viticole roman, c'est l'occasion ou jamais d'avoir de bonnes surprises. Parce que c'est ça, hein, mais dis donc, ça fait ça vient d'ici, c'est exceptionnel. Et ça, c'est les bonnes surprises. Alors, chaque fois qu'on choisit un vigneron avec notre ami Théo, on essaye aussi de prendre chez lui un goût particulier. Oui. Par exemple, le dernier quand nous avons reçu, qui venait de Neuchâtel, enfin de Beauvais, pour être précis, il y avait El Galota et le non filtré, qui est une spécialité neuchâteloise. Tout à fait. Et c'est justement l'occasion de pouvoir peut-être s'enlever quelques préjugés aussi qu'on peut avoir. Hein, voilà. En tout cas, bravo pour ce que vous faites. Mais merci de faire ça pour soutenir aussi les vignerons romans. Monsieur Steiner aussi, il écrit des bouquins quand il a un petit peu de temps en plus avec tout ça. Oui, c'est des histoires de vignes et de vignerons. Voilà. Et celui-ci, La Capite, c'est mon ami Henri Cholet qui m'a raconté des histoires de vignerons que j'ai essayé de mettre en vaudois.
de traduire en vaudois. Mais c'est des histoires vécues. Par lui, pas par moi. C'est des très belles histoires contées de Henri Cholet, proposées par Jean-Claude Steiner. Merci messieurs d'être venus aussitôt le matin nous parler de bon vin. On vous souhaite plein succès. 7aboire.ch pour en savoir un petit peu plus. Et puis, alors l'idée c'est de mieux boire. Pas beaucoup, mais mieux boire. Hein, mieux boire, oui. Mieux réfléchir et puis respecter. Mieux savourer. Mieux savourer. Ah ouais. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Je suis Comore, vendeur de drogue. Il y a Philippe Morax qui arrive dans votre grève. C'est ce... Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Autodidacte et passionné de bricolage, à l'âge de 35 ans, mon invité avait entamé une carrière dans le domaine de la danse et du théâtre avant de se lancer dans la création couturière. Devenue styliste touche à tout, elle a transformé la récupération en un projet fusionnant écologie, humanité et créativité. Pour contrer les effets néfastes de la fast fashion, installée dans son atelier chalet perché sur les hauteurs du Cépet, près des Diablerets, mon invité propose une alternative élégante et éthique, le upcycling. On va en parler avec elle dans un instant. Cette démarche qui consiste à donner une nouvelle vie à des fringues récupérées est au cœur de son projet. Cette aventure en phase avec les préoccupations du moment est animée par une passion profonde pour la couture, symbolisant ainsi un véritable hommage à la créativité. Chaque création réalisée est une pièce unique, reflétant donc la diversité et l'originalité propre à son style. Le upcycling, donc, très en vogue actuellement, très à la mode, répond à une demande croissante de produits éco-responsables et originaux. Bonjour, Joanie Écuyer. Bonjour. Je vous remercie d'être avec nous. Merci de venir de là-haut, sur la montagne, du Cépet. Ouais. C'est ça? Ouais, oui. D'Ormont-Dessous, alors. Ormont-Dessous, ouais. Ormont-Dessous. Ouais. Vous êtes une Ormenante, alors. Oui, voilà, exactement. Très bien. Il y a un peu de neige, là, haut là non, il n'y a plus, non. Depuis un moment. Bon, très bien. Ouais. En tout cas, merci d'être avec nous. J'ai pas dit de bêtises, à part que je me suis... Non, il me semble pas. Il me semble que c'était tout bien. Le monde de la mode, c'est une véritable passion pour vous. On va parler un petit peu de tout ce que vous faites, et puis on parlera également de la Fashion Week, parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent pour vous. Ouais. Et ça, c'est un événement un peu fou. Ça va très très vite en fait. Hein. Oui, ouais. Et il y a des propositions qui arrivent, on prend pas, et puis voilà, c'est. Ouais. Faut prendre. Si on estime que c'est là où on veut aller, faut prendre, et puis parce que ça passe sinon. Et puis c'est trop tard après. Effectivement, puis il faut saisir les choses quand elles sont là. Hein. Ouais. Alors, il y a quelques temps de ça, il y a à peine 2 ans, vous étiez en train de travailler pour des projets de théâtre, d'après ce que j'ai cru comprendre aussi. La scène était quelque chose qui vous intéressait, et du jour au lendemain, hop, vous avez changé d'horizon. Ouais, en fait, je suis danseuse et comédienne de métier, donc, et puis est arrivé le confinement, en fait, et puis je faisais déjà de la couture, j'ai appris en autodidacte. J'étais entraîneur de sport de performance, donc gymnastique rythmique. Et puis je faisais des costumes pour mes gymnastes, et puis des costumes de scène. Et puis pendant le confinement, j'ai occupé mon temps à suivre une formation à distance de couturière. Et puis quelques problèmes de santé aussi m'ont fait... mon corps avait besoin d'un peu de repos. D'accord. Et puis ce projet a pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Et puis au final, je me suis bien rendu compte cette année que j'arrivais vraiment à tout regrouper, mes valeurs, le côté artisanal, parce que j'aime beaucoup travailler avec mes mains, et puis la mode que j'aime beaucoup, et puis la création, le côté artistique aussi de tout ce projet. Et le côté éco-responsable, hein. J'ai tenté de l'expliquer en introduction. Ça, c'est quelque chose de très important pour vous, et on doit être très sensible à ça aujourd'hui. Hein. Oui, ce qui est très important pour moi encore plus, c'est vraiment le zéro déchet. Parce qu'on a bien assez de matière, et pas seulement dans le domaine de la mode d'ailleurs, mais on a là vraiment beaucoup. On a beaucoup de matière, beaucoup de textiles déjà qui existent. On a pour je ne sais combien de générations encore. Donc voilà, il y a de quoi réutiliser. Et je trouve que c'est ça, encore plus que le côté... Bien sûr que c'est important le côté éco-responsable, mais moi, c'est vraiment le côté zéro déchet. L'idée qu'il y a déjà... La matière, elle existe déjà. Donc c'est possible? Oui, c'est possible, c'est possible. C'est beaucoup de contraintes, parce que ça crée des limites, mais c'est hyper... c'est créativement parlant, c'est intéressant de pouvoir repousser ces limites, justement. Et puis après... mais oui, c'est possible, bien sûr, évidemment. Donc concrètement, faut m'expliquer, parce que moi, je ne suis pas un spécialiste, mais... vous repimpez
des fringues? Des termes? Non, alors non. Expliquez-nous un peu. Alors moi, j'ai votre pas démarche. cette méthode-là. Alors oui, il y a des personnes, des créatrices qui prennent des vêtements de deuxième main et puis qui les repiment, qu'on pourrait dire. Et puis ça, c'est aussi de l'upcycling d'ailleurs, pour les remettre au goût du jour, etc. Et puis non, moi, alors j'ai plus je récupère des vêtements, des draps, des rideaux, etc. Je récupère aussi des chutes du tapissier, d'un tapissier décorateur à Yverdon, qui me donne leurs chutes de travail. Donc j'ai des mini morceaux qui me donnent aussi les échantillons de vente. Je récupère aussi d'autres matières un peu différentes et non moins conventionnelles pour des vêtements. Et puis, du coup, ça fait que je recrée un tissu en fait avec tout ça. Donc, je fais plutôt du patchwork, je recrée vraiment de A à Z le vêtement et la création. Donc ça veut dire que vous savez pas vraiment, enfin vous avez une idée en tête, après vous avez tous ces bouts de tissu, pardon si j'utilise pas les bons termes, puis après vous dites je vais essayer de faire un truc comme ça, c'est un petit peu ça, vous y allez un peu... Ouais, c'est la matière qui inspire parce qu'elle est là, elle existe. En plus ma particularité c'est vraiment de pas choisir mon stock, donc je vais pas même dans un magasin de deuxième main ou dans une brocante, etc. C'est les gens qui me donnent, donc l'idée est vraiment de récupérer ce qui devait finir à la poubelle, les déchets, et puis d'en faire quelque chose, donc voilà, je vais choisir dans mon stock. Oui, effectivement, je dois faire avec ce que j'ai. Mais en même temps, je récupère des choses auxquelles j'avais pas pensé et puis qui sont extraordinaires. Et puis du coup, ça me permet. Voilà. Donc je travaille avec la matière en premier. Je récupère aussi des choses moins conventionnelles. Là, je travaille du plastique de protection, de la toile de parapente. J'ai aussi, là on le voit maintenant, mais c'est un réflecteur de radiateur. Voilà, j'essaye aussi de m'amuser avec des matières qui sont un peu différentes. C'est génial. Alors, j'imagine que vous avez 15 000 idées à la seconde. Oui. Vous arrivez à dormir de temps en temps parce que ça doit tout le temps fuser là. Hein. C'est un peu hyperactive, hein? Le cerveau est hyperactif. Et du coup, j'ai des périodes d'insomnie. Et puis, mais voilà, c'est parce que le cerveau bouillonne, c'est parce que ça travaille. Et puis c'est pas. C'est devenu une passion, j'imagine. Donc, le problème quand on a une passion, c'est qu'on n'arrive plus à s'arrêter, hein, c'est ça? Non, ça s'arrête pas. Et en plus, je gère tout de A à Z, les réseaux sociaux aussi, toute la com, etc. Et donc ça s'arrête effectivement jamais. D'accord. Ça, c'est important de le rappeler. Vous êtes toute seule dans cette aventure. Voilà, vous vous enfermez dans votre atelier. Et puis là, ça commence. Vous avez vos idées et puis vous créez. Hein, c'est ça l'idée. Donc c'est ce qu'on appelle être styliste aussi. Oui. On peut peut-être nous donner un coup de main. Vous avez vu qu'on a une météo qui est faite par une intelligence artificielle. Elle s'appelle Jade. Elle est charmante, elle est là tous les matins, mais elle se change pas souvent. Comment est-ce qu'on pourrait l'habiller? Vous pouvez faire quelque chose pour nous aider, hein? Moi, je lui mettrais un peu de couleur déjà. Après, moi, évidemment, c'est aussi la raison. Étant donné que je crée avec de la récup, ça fait que c'est des choses très colorées. Donc voilà, moi, j'aime beaucoup la couleur. Je trouve que ça en manque énormément. Donc voilà, alors, je lui rajouterai un peu de couleur. Vous lui metteriez quoi là? Vous avez dit un peu de couleur d'une part. De la couleur. Il faudrait lui essayer des choses. Faut essayer un peu. On a besoin de vous. Faut nous donner un petit coup de main. Faut essayer. Ça va donner de la peine. Hein. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Mon invité ce matin, Joanie Écuyer. On parle upcycling, on parle mode, on parle Fashion Week et on le disait, parce qu'on a parlé un petit peu hors antenne, upcycling c'est très à la mode. Mais il ne faudrait pas que ça reste une mode, il faudrait que ça reste tout le temps à la mode en fait. C'est à la mode parce qu'on commence à se réveiller, la conscience commence à se réveiller, mais non, ça ne doit pas être une mode, c'est une nécessité, c'est une urgence. Et ça doit être la suite, le futur. Une mode ça passe et là ça ne doit pas passer. Et là, vous pensez qu'il y a une vraie prise de conscience dans ce domaine de la fashion justement? Est-ce que ça bouge? Est-ce qu'il y a des bonnes choses qui se passent? Oui, ça bouge, il y a des choses qui se passent, mais c'est pas assez, c'est pas. Je trouve que c'est plus urgent que ça. Oui, c'est peut-être aujourd'hui encore juste pour se donner bonne conscience. Il faudrait aller plus loin que ça, c'est ça? Ouais, et puis il y a entre ceux qui font du greenwashing comme on dit et qui se nettoient au vert, qui font leur petite part et puis au final Et puis il y en a qui font vraiment le pas, mais c'est pas assez. Et puis je trouve surtout qu'il faut qu'on informe les gens parce que des fois on lit une étiquette et puis on n'arrive pas à la lire comme il faut et puis on va pas jusqu'au bout du processus parce que dans un vêtement il y a pas que la confection qui compte, il y a le tissu comme il a été créé, d'où il vient.
Voilà, donc c'est important d'aller jusqu'au bout et de savoir lire les étiquettes et de vraiment chercher, de proposer aussi. C'est aussi à nous de proposer des alternatives pour les gens. Et ça, vous faites attention à tous ces... Ouais, moi je consomme. C'est pas des détails. Alors moi je consomme qu'en deuxième main quand je m'achète des vêtements, ou moi je crée qu'avec de la récup, que des déchets qu'on me donne. Donc voilà. Alors sur le podcast, si vous n'êtes pas devant votre télévision, on vous invite à bien sûr à aller jeter un petit coup d'œil ensuite, parce qu'il y a quelques images, on voit quelques exemples de vos collections, et un défilé avec de très très belles choses. L'originalité, ça c'est hyper important. Ce qui est génial, c'est qu'on peut, quand on peut inventer comme ça des nouvelles choses, on peut partir un peu dans tous les sens, quoi. Oui. Dans le bon sens du terme. Oui, Mais on peut vraiment. C'est la matière qui invente. Donc, avec des matières, là, j'ai récupéré du sky qui vient d'un mur. Et du coup, il est rigide, ça lui crée des formes. J'ai récupéré du plastique de protection aussi. J'essaye aussi d'autres matières. Le tissu de tapissier, les chutes, les déchets sont des très beaux tissus, mais c'est des tout petits bouts, ça crée de la rigidité. Enfin, voilà. Donc, ça permet de repousser toujours plus loin. Et le fait que ce soit de la récup permet encore de repousser toujours plus loin. Bravo. Et là, alors, ça, c'est votre actualité, c'est que vous avez été repéré, on l'a dit, ça se passe notamment sur les réseaux sociaux. Et vous allez partir à la Fashion Week, présenter vos collections, c'est ça? Alors ça, j'imagine que c'est comment dire, c'est un peu inattendu quand même. Alors j'avais participé, j'ai été repérée sur les réseaux pour participer à celle de Vancouver en octobre 2022. Effectivement. Et c'est là que tout d'un coup je me suis dit on s'intéresse à mon travail. Moi je m'y attendais pas. Moi je voulais vraiment faire ça comme un petit à côté de mon premier boulot. Et puis finalement ça a pris de l'ampleur. Après j'ai été invitée pour un petit défilé à Paris. Et puis Milan. Et puis là cette année je me suis dit non mais c'est vraiment un domaine où je peux tout réunir et voilà, j'ai envie de continuer. Donc je vais à Milan. Waouh! Un petit peu de pression? Oui, il reste 2 semaines avant le départ, il n'y a pas tout qui finit, de loin pas. Et puis, il y a encore du boulot. Et puis, cette fois, je l'ai envisagé un peu différemment. Je suis vraiment plongée. J'ai l'impression d'avoir pas mal évolué dans certaines recherches. Donc, je me réjouis de présenter ça. Et en même temps, bien sûr qu'il y a de la pression, forcément. Comment on organise un événement comme ça? Parce que ça veut dire que vous devez organiser le défilé, j'imagine. Vous devez avoir des modèles qui vont porter vos collections. Alors là, en fait, là, je travaille. Enfin, c'est une structure qui émerge des jeunes marques et qui émergent des stylistes, quoi. Et en fait, donc du coup, eux, ils s'occupent de toute la structure. Nous, on paye évidemment, et puis ils s'occupent de toute la structure, de choisir les mannequins, d'avoir une équipe de coiffeurs, maquilleurs, habilleurs, etc. Et puis le marketing. Et puis nous, on s'occupe de créer. Et puis là, je collabore en plus avec, pour la première fois, avec une bijouterie suisse, romande, une joaillerie, et puis une créatrice de chapeaux aussi. Voilà, collaboration aussi, c'est important. Oui, et je les ai fait seules, les 2 premières. Et là, vraiment, pour moi, c'était important d'aller. Et puis d'ajouter cette touche. J'ai beaucoup travaillé sur des matières non nobles, comme du plastique, etc. Ou des matières nobles de manière très en déchets, vraiment. Et donc, j'avais vraiment envie d'apporter une belle touche avec les bijoux et avec les chapeaux. Donc voilà, je collabore avec la Unique Eden, qui est une marque de joaillerie durable. C'est que de l'or recyclé, c'est des pierres élevées en Suisse. Tout est fait en Suisse. Donc voilà. Vous allez jusqu'au bout, au moindre petit détail. Oui, parce que ça n'aurait aucun sens pour moi. Pareil avec la créatrice de chapeaux, elle est suisse et c'est aussi de la récup. Mais ça n'aurait pas de sens sinon. Donc, je le ferai pas. Bravo. C'est quoi les retours que vous avez, effectivement, vous êtes allé, on l'a dit tout à l'heure, à Vancouver. Vous avez déjà eu quelques expériences dans ces événements très en vue, les Fashion Week, justement. C'est quoi les retours que vous avez de ce monde qui doit être un monde particulier, quand même. Puis totalement en décalage, vous avez dit avant que j'ai totalement en décalage avec ma vie de tous les jours, donc je vis dans un vieux chalet isolé, voilà. Donc effectivement il y a un peu ce choc culturel, on va dire, mais par contre les retombées, c'est la visibilité, c'est le fait aussi de montrer que c'est possible. Là, on a vraiment envie de le montrer avec Unique Eden et avec Stélina Lorieux, on a vraiment envie de montrer que c'est possible de le faire en Suisse, c'est possible de le faire avec du recyclage, de l'upcycling, de manière durable, de manière éthique. Donc voilà, c'est aussi un manifeste en fait pour montrer que on peut y arriver. Bon, vos projets, c'est quoi? Alors, il y a la Fashion Week qui arrive là, à grands pas.
Pour Milan, c'est dans, on a dit 2-3 semaines. Ouais, c'est le 24 février, donc moi je pars dans à peu près 2 semaines. Donc quelques jours, la pression est en train de monter, et puis il y a d'autres choses qui se mettent en place. Oui, j'aimerais. Alors j'ai aussi, je vais travailler pour le monde du spectacle, enfin du théâtre. J'ai un projet pour créer les costumes d'une pièce de théâtre. Excellent. Donc les artistes commencent aussi à se dire on gaspille peut-être trop au niveau scénographie, au niveau costume. Donc c'est hyper bien parce que c'est aussi mon univers. Donc je suis très contente de pouvoir y bosser là-dedans. Et puis après, j'aimerais pouvoir créer mon entreprise, pouvoir engager des couturières ou un atelier de couture parce que j'aimerais pouvoir recréer quelques pièces. Ça reste des pièces uniques puisque c'est de la récup, mais de pouvoir avoir un modèle et de recréer quelques pièces pour la vente, pour toucher encore plus de monde. D'accord, très bien. C'est un projet pour l'année. Plein la tête, plein de choses qui se mettent en place. Eh ben, c'est super intéressant. Bravo en tous les cas pour ce que vous faites. On vous tient les pouces pour cette aventure. Merci beaucoup. Et puis cette musique-là, qu'est-ce qu'elle signifie pour vous? Qu'est-ce que c'est déjà? C'est Patti Smith, Ain't It Strange, de Radio Ethiopia. C'est parce que j'adore Patti Smith pour la femme qu'elle est, pour l'artiste qu'elle est, pour la force qu'elle a. Je l'ai vue sur scène à 72, 73 ans. Enfin, pour tout ce qu'elle dégage. Et cette chanson, je sais pas, elle passe souvent en boucle dans l'atelier. Elle a quelque chose elle a une ambiance particulière. Il y a une rage dedans. Où elle vit vraiment sa chanson, et pour moi c'est ça un artiste. Quoi. La musique vous porte, vous êtes un petit peu... Oui, j'écoute énormément. Elle est omniprésente. Oui. Très bien. Merci beaucoup d'être venue, Joanie Écuyer. C'était un vrai plaisir de vous rencontrer. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui alors? Bonne chance, et puis de continuer à aller dans cette ligne-là et de voir les solutions qu'il y a, et puis de soutenir les artistes et les artisans qui le font. Eh bien, on vous le souhaite. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci plein de succès. Et je vous dis à très bientôt sur M et sur Canal+. Balance ton sport. Balance ton sport, les news. On parle des seniors qui s'initient au tennis de table et ça se passe du côté de Gland et on en parle ce matin avec notre invité Joachim Suarez. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Attention, tennis de table, pas ping-pong. Exactement, c'est important. On parle là du programme Bouge de la ville de Gland qui met en place le dimanche des initiations au tennis de table pour les plus de 60 ans. Ça se passe au collège des Perrerets de 9h30 à 11h30 et info importante, c'est gratuit. Joachim Suarez, c'est vous qui donnez le cours ce dimanche. Vous serez là dimanche matin à 9h30. Comment se déroule ce créneau de 2 heures avec les seniors ? Alors, on accueille ces seniors qui s'initient au tennis de table. L'idée, c'est de leur montrer qu'en fait, on peut modérer l'effort physique et comme ça, les seniors peuvent aussi faire un sport et se dépenser. Et c'est ça l'intérêt du tennis de table. Et il se passe quoi concrètement pendant ce créneau ? Comment se déroulent les 2 heures ? Donc, je prête du matériel pour que les seniors puissent pratiquer le tennis de table. L'idée, c'est aussi de leur montrer qu'ils sont encore capables d'apprendre. Donc, on travaille la technique, on fait des exercices de déplacement où on leur montre également le geste. Donc, derrière, l'idée, c'est de montrer qu'en fait, ils sont encore capables d'apprendre et de bouger et de se faire plaisir. C'est le plus important. La particularité, donc, c'est que ce créneau, il est réservé à des plus de 60 ans. Vous donnez des cours à un peu tout le monde. Vous êtes responsable jeunesse au club de Gland. Ça change quoi d'entraîner des seniors ? Est-ce qu'il faut déjà parler plus fort ? C'est vrai que c'est une bonne remarque. Oh, le cliché. C'est vrai que c'est un petit peu... Tant qu'ils m'entendent, c'est le plus important. Mais la grande différence, c'est juste l'objectif qu'on a derrière. Avec les enfants, c'est vrai que peut-être pour certains, on va chercher de la performance, on va chercher de la compétition. Et puis chez les seniors, on va plutôt chercher le plaisir de bouger et d'être ensemble. Voilà. Et donc, dans des exercices concrets, un peu, qu'est-ce qu'on fait avec des seniors qu'on ne fait pas avec des plus jeunes ? Moi, je vous dirais qu'en fait, on peut presque tout faire. On va peut-être éviter les grands déplacements très explosifs avec les seniors. Mais sinon, généralement, on peut presque tout faire. Ce créneau pour les seniors, il répond à quel besoin ? Pourquoi il a été mis en place ? Car en fait, on souhaite aussi s'ouvrir un peu à toute la population. C'est vrai que ces derniers temps, on était beaucoup axé sur la formation jeunesse. Et là, ces derniers temps, on souhaite montrer qu'en fait, on peut faire du tennis de table, on va dire dès 8 ans jusqu'à presque 100 ans. J'ai une anecdote où une dame m'a contacté histoire de garder un peu ses capacités cognitives et sportives. Et donc, elle est venue me voir et puis on se donne un cours ensemble de tennis de table. Magnifique. On l'a dit, on en rigole avec Philippe, on parle peu du tennis de table, mais est-ce que ping-pong, c'est criminel de l'appeler ping-pong ?
Ah, ça c'est une bonne question, on me la pose souvent. Moi je dirais qu'on peut dire les deux, mais une chose c'est qu'en fait tous les joueurs de tennis de table peuvent faire du ping-pong, mais pas tous les joueurs de ping-pong peuvent faire du tennis de table. Non mais c'est quoi la différence? Vous me faites rire là. Moi c'est une table avec des... Oui, alors le ping-pong on imagine ça un peu à la plage, dehors, donc les conditions ne sont pas idéales vu qu'il y a un peu de vent, la table elle n'est pas de très bonne qualité, alors que le tennis de table se joue à l'intérieur. On a quand même des normes de qualité d'un point de vue table, raquette et balle, et la grosse différence c'est les effets. C'est vrai qu'on ne voit pas la balle tourner à la télévision, c'est peu télégénique le tennis de table, mais il y a énormément d'effets dans la balle et c'est ça la difficulté. Vous mettez en place des cours pour les seniors, pour les plus jeunes, pour les femmes également. Oui. Ça permet quoi de créer des cours spécifiques comme ça pour des gens précis En fait, on manque cruellement de femmes dans le monde du tennis de table et c'est pour ça qu'on a ouvert ce cours femmes, histoire de les faire venir un peu dans notre sport, parce qu'on sait qu'elles aiment bien être entre elles au début pour commencer un nouveau sport et ensuite on espère qu'elles intégreront les clubs de tennis de table. Bah oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la vie du club de tennis de table de Gland cet été? C'est quoi la vie de ce club? Qu'est-ce qui s'y passe? Alors actuellement on est à peu près à 12 entraînements par semaine, on est un gros club pour la région. Là où on a des difficultés, c'est au niveau de la salle. C'est vrai qu'on est encore dépendant des salles de gym de l'école, donc on ne peut pas toujours accéder à cette salle. Donc on a fait une demande à la commune, on espère prochainement avoir une nouvelle salle dédiée au tennis de table où là on pourrait donner des cours toute la journée à des seniors, à des personnes en difficulté psychique par exemple, et ensuite des enfants et voilà. Et donc quand on prend sa licence cet été, on peut avoir des entraînements dans la semaine et on peut participer à des compétitions le week-end? Oui, il y a des compétitions qui se jouent interrégionales, nationales, et puis ça se joue tout au long de l'année. Et aussi, il y a possibilité de regarder du tennis de table. Dernièrement, il y a eu le top 16 Montreux où les meilleurs joueurs de tennis de table étaient là. Par exemple, les Lebrun, qui sont des phénomènes du tennis de table. Exactement. Pour conclure de manière un peu plus large, pour ceux qui n'ont jamais joué au tennis de table, il faut quelle qualité pour être bon dans ce sport-là? Moi, je dirais qu'il faut quand même avoir une certaine forme de réflexion dans le jeu, savoir jouer tactiquement, et puis également avoir une bonne technique pour réaliser le geste qu'on souhaite réaliser. Voilà. Merci beaucoup Joachim Suarez. La prochaine initiation, c'est ce dimanche au Collège des Perrerets. Ça commence à 9h30, c'est gratuit et il faut obligatoirement s'inscrire en amont. Merci beaucoup. Merci à vous. De 6h à 9h, écoute ou regarde le 6-9 de Morax. L'invité du matin. Et ce matin, je reçois Dominique Dierlwanger. Bonjour, monsieur le professeur. Bonjour. Comment ça va? Bien, excellent. Merci d'être avec nous ce matin. Dominique Dierlwanger, historien et enseignant de gymnase à Lausanne. Mon invité possède une expertise couvrant un large éventail de sujets de l'histoire aux aspects économiques et sociaux. Aujourd'hui, je souhaite dresser avec lui une sorte de panorama de la Suisse actuelle en abordant des thèmes tels que l'agriculture, l'éducation, l'inflation, l'AVS, les assurances, la citoyenneté et la démocratie. J'espère ainsi obtenir un éclairage sur notre époque en confrontant le passé au travers le prisme de notre histoire et notre citoyenneté. On va en parler. Ça fait beaucoup de sujets, on va y arriver. Ouais, c'est le grand oral ce matin, c'est va gros falloir boulot, être sûr. Merci d'être avec nous, Dominique. Non, mais j'aimerais qu'on revienne sur pas mal de choses, en rapport effectivement avec ce que la Suisse a déjà vécu auparavant. On sait qu'aujourd'hui, notre actualité, elle est un peu tendue. Il y a pas mal de choses, ça grince un petit peu dans tous les sens. Notamment, on va peut-être commencer avec nos amis les agriculteurs. Les agriculteurs, c'est quand même, avec la Suisse, c'est quand même quelque chose de plutôt important. Ils ont toujours joué un rôle hyper important. Et aujourd'hui, on n'entend que le côté où ils sont toujours en train de râler. C'est souvent ce qui est en train de ressortir. Et ça date pas d'hier, déjà, ce genre de truc qu'on entend déjà depuis longtemps. Mais aujourd'hui, si on doit confronter ce qui se passe là, aujourd'hui, en 2024, avec le passé, finalement, est-ce que ça a vraiment évolué? Est-ce que les mêmes problèmes? C'est souvent lié à l'économie, évidemment. Quel regard a l'historien sur ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, qui est un peu particulier? C'est une transformation vraiment très profonde, très, très structurale, parce que au début du XXe siècle, c'était presque 10% de la population en fait, qui vivait du travail de la terre. Bien sûr. Et aujourd'hui, on est à peine à 3% de la population active. Donc il y a un changement, un bouleversement majeur. Dans le même temps, aujourd'hui, l'agriculture en Suisse, elle joue un rôle de premier plan pour la prise en charge de la biodiversité, le paysage. On sait combien aujourd'hui on a
un mouvement de bétonisation, on a du béton partout, mais en fait, ces agriculteurs, ils jouent un rôle majeur. Ils sont d'ailleurs subventionnés largement par l'État pour ça. Bien sûr. Dans l'histoire, ils émergent vraiment comme catégorie politique avec un vrai pouvoir à la fin du 19e siècle. C'est là, en 1897, que se crée l'Union suisse des paysans, qui va devenir vraiment le syndicat, si on veut, des agriculteurs suisses. Et dans la création de ce syndicat, il y a une personnalité, Ernst Lauer, qui est un docteur en agronomie, qui va vraiment jouer un rôle déterminant. Et les deux guerres mondiales, surtout la deuxième, vont vraiment encenser cette catégorie avec le fameux plan Wallen, vraiment on a représenté sur nombre de photos, enfin les fameux champs de patates au milieu de la ville de Zurich ou sur la plaine de Plainpalais à Genève, qui mettent en valeur ce symbole, en fait, d'une catégorie de la population saine, authentique, qui est proche du terroir, proche de la terre, proche des valeurs vraiment conservatrices. Et en fait, cette mobilisation de l'agriculture, elle se fait au détriment du socialisme, du mouvement ouvrier. C'est vraiment après la grève générale de 1918 que va se nouer une alliance très forte. Et cette alliance, elle va conduire au fait que l'agriculture, aujourd'hui, elle a carrément un article dans la Constitution. C'est les fameux articles économiques qui reconnaissent son importance et qui défend en fait l'existence de cette population paysanne. Donc vraiment une place centrale, si on veut, dans l'histoire économique et sociale de la Suisse. Aujourd'hui, on fait un amalgame avec ce qui s'est passé notamment avec les grèves en France la semaine dernière, où c'était un petit peu compliqué. Ils sont un peu malmenés quand même aujourd'hui. On a quand même l'impression que ça se passe un peu compliqué de toute façon. Quel est le regard justement que vous pouvez apporter justement sur ce qui est en train d'arriver aujourd'hui par rapport à... Ce qui marque beaucoup les commentateurs, c'est l'extrême prudence avec laquelle le gouvernement français a traité cette crise. On n'a pas envoyé les CRS, on a eu des ministres de l'Intérieur qui ont laissé faire, y compris des manifestations très violentes sur les préfectures. Donc c'est sûr que là, il y a quelque chose au niveau de l'observation qui, par rapport à la répression qui s'était abattue sur les Gilets jaunes, frappe, disons, l'observateur. Et ça, c'est bien entendu, ça renvoie à ce rôle historique de la paysannerie comme une des forces de conservation et de stabilité dans les pays. En France, c'est sûr qu'on a une agriculture qui est aussi très importante, qui est beaucoup plus industrialisée qu'en Suisse, et dans laquelle la politique agricole commune mise en place dans l'Union européenne est la source de multiples crispations, même si là, disons, en tant que tel, c'est plutôt des mesures écologiques, la fiscalité sur le gasoil qui avait, comme pour les gilets jaunes, mis le feu aux poudres. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, ce qu'on observe, c'est qu'en fait, on lâche du lest très vite. C'est des franges... Enfin, vous parliez tout à l'heure de la grève des enseignants genevois. Là aussi, il faut attendre plusieurs jours, mais finalement, c'est quand même un des enseignements, c'est que ces mobilisations, qu'on commente, qu'on critique ou pas, des privilèges, ils pleurnichent tout le temps, ou voilà, tout ce qu'on peut entendre. Ça, c'est le prof qui parle. Mais ils obtiennent satisfaction sur un certain nombre de revendications, et on voit que dans ce sens-là, le jeu démocratique, il fait aussi, il fonctionne. Donc ça fait partie aussi des stratégies de négociation, tant du gouvernement que des syndicats agricoles, que de jouer cette confrontation. Et puis, plus globalement, ça pose les limites aujourd'hui de notre système agro-industriel. On sait qu'avec la crise climatique, avec le réchauffement, les bouleversements qui s'opèrent sur le climat, cette question de l'alimentation, de comment on va nourrir la planète, ça va devenir un enjeu énorme. Ça l'a été par le passé, dans les années 80, les grandes famines en Afrique, les grands concerts pour l'Afrique, ça a beaucoup éveillé les consciences, mais c'est un très ancien débat avec la révolution verte dans les années 60-70. Mais aujourd'hui, on est aux limites de ce système. Et là, on revient aussi à des formes maintenant de consommation locale, de circuits courts, de défense de la qualité sur la quantité, qui interrogent vraiment le modèle qui a été celui dominant des 50 dernières années et qui va nous obliger à nous réinventer par rapport justement à cette alimentation. Donc, que ça soit pour l'alimentation carnée, enfin la viande, la qualité des fruits et des légumes, on a aussi le scandale aujourd'hui sur l'eau minérale, toutes ces questions-là qui touchent vraiment à un domaine très important de nos vies, puisque c'est quand même... nos téléspectateurs regardent ça un peu en prenant leur petit déjeuner sans doute, mais c'est des moments très importants et sur lesquels on n'a pas envie de s'empoisonner, on n'a pas envie de manger des choses qui ne sont pas bonnes pour notre santé. Donc là aussi, on est sur des questions très intimes et très personnelles. Surtout qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de bio, de 0 km, de consommer local. Ça, c'est aussi quelque chose qui est en train de changer, mais on ne peut pas le faire s'ils ne sont pas là. Donc on a besoin aussi d'avoir cette vraie prise de conscience aujourd'hui.
Tout à fait, et donc on voit aussi sur le nombre d'exploitations qui passent dans le bio, c'est un mouvement de fond très important. Après, bien évidemment, ça a un impact direct sur l'autre variable, c'est celle du prix. Et là, on voit que dans une phase, on a connu dans l'histoire des phénomènes inflationnistes très importants, on avait l'impression depuis 15 ans que ça n'existait plus, que l'inflation avait été complètement maîtrisée, mais le fait que les prix augmentent aujourd'hui, que les salaires ne suivent pas à la même vitesse, qu'on voit toutes les difficultés, les conflits liés à l'indexation des salaires, à l'augmentation des salaires, sur ces questions-là, en effet, on se retrouve avec un obstacle majeur qui est celui de la capacité de consommation de la majorité de la population. Et c'est aussi intéressant de voir qu'en fait, non, on lâche sur la fiscalité du gasoil, on lâche sur les mesures de transition écologique, mais alors que dans le fond, ce qu'il faudrait, c'est revaloriser les salaires pour assurer à l'ensemble de la population la capacité d'acheter des produits de qualité et en même temps aux agriculteurs de pouvoir vendre à un juste prix pour se nourrir et gagner leur vie correctement. Donc on est là de nouveau dans des arbitrages qui vont de toute façon devoir s'adapter parce que la situation ne va pas se régler malgré le fait qu'on enlève tout d'un coup une petite taxe sur l'essence ou qu'on aménage certains aspects du travail administratif qui est lié. Après, en Suisse, la question elle est très différente parce qu'on a vraiment une agriculture qui est largement subventionnée. Leur modèle, ils ne se perçoivent pas comme des fonctionnaires, mais dans le fond, ils touchent quand même des subventions, des paiements directs pour lesquels, disons, l'essentiel de leur activité est garanti. De 6h à 9h, écoute ou regarde le 6-9 de Morax. L'invité du matin. Et mon invité ce matin, je suis très content de le recevoir, c'est monsieur le professeur historien Dominique Dirwanger. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, comme promis, on va parler de la retraite. Tu sais que le 3 mars prochain, on va voter pour ou contre cette initiative AVS 13. C'est une vieille histoire, cette histoire de l'AVS. Ça date de quoi? Du 6 juillet 1947. Ouais, ça date même du début du XXe siècle, en fait. La première fois que la question de la retraite est posée au niveau national, c'est la grève générale qui le met comme un des premiers points de ses revendications en novembre 18. Après, il y a eu un long serpent de mer dans les années 20-30 parce qu'il y avait des problèmes de financement déjà à l'époque. On n'était pas sur le modèle de la cotisation sociale qu'on connaît aujourd'hui. Il y avait des financements par l'impôt direct, indirect. Enfin, ça a été vraiment très très long. La crise aussi des années 30 a ralenti. Effectivement. Et le 6 juillet 47, en fait, on vote sur un référendum par rapport à la loi sur l'assurance vieillesse et survivants. L'après-guerre. L'après-guerre, un projet porté par le radical conseiller fédéral Walter Stampfli, qui ont fait vraiment de ce premier pilier de notre système de sécurité sociale l'étendard de la sortie de guerre. Et là, c'est un plébiscite. C'est vraiment un taux de participation record, un oui extraordinaire, qui montre en fait l'attachement qu'on a en Suisse à cette assurance, qui vraiment, c'est l'assurance la plus importante, parce qu'en fait tout le monde cotise, même les étudiants, même les inactifs, il y a des cotisations annuelles, et tout le monde la touche, disons, à moins d'un accident vraiment dramatique. C'est quand même une assurance sociale à laquelle on est tous plus ou moins liés en tant que contributeurs, mais aussi en tant que bénéficiaires, parce que l'assurance maladie, l'assurance chômage, on peut faire une carrière entière sans tomber malade, on peut faire une carrière entière sans faire de jours de chômage, et donc ce sont des assurances, des risques qui touchent pas forcément tout le monde. Alors que là, non, la retraite, c'est vraiment un âge promis à tout le monde. Et c'est ça qui est porté en juillet 47, et ce qui explique aussi que, voilà, depuis 20 ans, on a de la peine à réformer ces assurances sociales, et l'AVS, mais aussi la prévoyance professionnelle, la fameuse LPP. Et en fait, cet ensemble-là est aujourd'hui soumis à 2 objets de votation le 3 mars, puisqu'il y a à la fois l'initiative des syndicats pour une 13e rente, donc une revalorisation de 12% en fait des retraites, et puis l'initiative des jeunes libéraux radicaux qui veulent, eux, augmenter automatiquement l'âge de la retraite, qui porte atteinte là, à ce moment-là à la capacité de toucher, puis qui va probablement aussi précariser une partie de la population âgée. Ouais, ça devient compliqué. Là, il faut bien réfléchir avant d'aller voter. Il faut aller voter. Là, l'avenir nous le dira, mais c'est le peuple qui a toujours raison. Oui, non? Bon, là, ce qui est intéressant, c'est que c'est relativement récemment que l'AVS devient un objet de votation. De 1948 jusqu'à 1970, en fait, l'AVS s'est révisé tous les 2 ans avec une augmentation des prestations. Bon, on est parti de très très bas. Il faut imaginer quand même que le niveau des rentes en 1948 n'est pas au niveau actuel de couverture.
Même si aujourd'hui, on voit bien qu'avec le retour de l'inflation, on a un vrai problème de précarité pour la population âgée. Et c'est à la fois la question de comment on finance cette assurance sociale et puis le niveau des prestations qui fait l'objet de débats. Et ça fait qu'une quarantaine d'années, en fait, que c'est soumis à des votations, que ce soit dans la 10e révision de l'AVS, les tentatives d'augmenter l'âge de la retraite des femmes, il a fallu s'y reprendre à plusieurs fois. Donc on voit qu'il y a une grande résistance parce qu'il y a un attachement populaire fort. Et la votation sur la 13e rente, elle fractionne, chose assez inédite, les partis de droite. Il y a quand même plusieurs sections de l'UDC qui, traditionnellement, se montrent plutôt conservateurs, qui appellent à la liberté, ou voire même qui ont discuté d'un éventuel soutien à cette 13e rente. Et moi, j'ai croisé des gens de l'UDC par hasard qui m'ont dit « Non, mais c'est une bonne initiative, on va voter pour ». Donc ça, c'est quand même assez neuf. Des représentants du parti du centre qui, eux aussi, disent « Non, mais là, on a un problème aujourd'hui avec notre population âgée, et donc il faut lui venir en aide ». Parce qu'il ne faut jamais l'oublier, en fait, cette population âgée, elle a contribué toute sa vie à cette assurance. Oui. Et puis, si on bénéficie d'une Suisse relativement prospère, avec des infrastructures et avec une qualité de vie qui est celle qu'on connaît, c'est bien parce que ces populations âgées ont donné pendant plus de 40 ans, ont retroussé leurs manches et ont travaillé à cette prospérité. Donc il y a aussi une forme de solidarité que les gens intègrent comme quelque chose de normal. C'est vraiment des lieux où cette solidarité qu'on peine des fois à voir dans nos sociétés hyper individualistes. Non, là il y a une solidarité qui s'exerce, comme d'ailleurs on le fait aussi pour l'enfance. Personne ne remet en cause le fait de dépenser des milliards pour financer des universités, financer des écoles, des crèches. C'est les deux âges de la vie, l'enfance et le troisième âge, des âges sur lesquels nous montrons de la solidarité. Et pourtant, les deux sont liés, parce que si on met des structures pour nos enfants en place, c'est des futures des personnes qui vont contribuer à la VS aussi, donc il faut réfléchir. Et puis, pas oublier que ça va dans l'autre sens aussi, parce que la plus grande crèche de Suisse, comme même le rappelait le secrétaire de l'Union syndicale suisse, c'est les grands-parents. Oui. Si on devait effectivement, et c'est un des enjeux de la variable d'une hausse automatique de l'âge de la retraite, si on repousse de 2 ans, où est-ce qu'on va mettre les enfants aussi, et comment cette solidarité peut s'exercer entre les générations si on empêche les gens en fait de prendre leur retraite pour s'occuper aussi de leurs enfants, de leurs petits-enfants. C'est une spécificité suisse, cet AVS-là. C'est quand même un truc spécial qu'on a, nous. Alors, le système des différents piliers, oui. Mais en même temps, dans l'après-guerre, en fait, tous les pays européens se dotent en même temps d'un système de retraite. Alors, ils n'ont pas tous le même système de financement. Et puis, ce qui est intéressant, et là, il y a des travaux très récents, notamment une thèse faite par une collègue en France sur la question de la vieillesse sous le Troisième Reich, par exemple, qui montre que même dans l'Allemagne nazie, on discute les questions de retraite comme on le discute en Angleterre avec le plan de Beveridge ou en Suisse avec le projet de Walter Stempfli. Non, il y a vraiment une simultanéité en fait de ces projets parce qu'on se rend compte aussi, un phénomène nouveau, c'est l'augmentation de l'espérance de vie. Et dans les années 40-50, on vit ça comme une véritable chance. On sort quand même de 2 guerres mondiales et on se rend compte que gagner de la vie sur la mort, parce que c'est quand même ça, avoir une population âgée, c'est quelque chose de formidable. Et des fois, on oublie ça quand on écoute les discours un peu mécaniques, bureaucratiques ou comptables. On dit « ça coûte cher, on n'a pas les moyens ». Mais enfin, oublions pas que c'est quand même un gain extraordinaire. On a doublé l'espérance de vie en un siècle. Et donc, il faut quand même aussi prendre acte du fait que la vieillesse, aujourd'hui, c'est une conquête de l'humanité. C'est un progrès de civilisation énorme. Et quand j'entends des fois des débats politiques stériles, ou en tout cas vraiment un peu hargneux sur ces questions, je me dis, mais c'est quand même fou qu'on ait perdu le lien avec le fait qu'on a gagné de la vie. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Quand on pense les milliards qu'on dépense pour d'autres futilités, c'est vrai. On se dit, là, franchement, et c'est pas si cher que ça, parce que là aussi, depuis des années, on dit que ce premier pilier contributif avec la cotisation sociale est au bord de la faillite et de l'implosion à cause du déficit d'actifs. On se rend compte que c'est pas vrai. Parce que c'est pas simplement un ratio de personnes qui travaillent, personnes qui touchent, mais c'est une question aussi de répartition des richesses. La cotisation sociale, elle a ce truc magique qui fait que, comme on est dans des sociétés prospères qui développent de la productivité, cette redistribution, elle fonctionne encore. Et pour l'instant, l'AVS n'a pas fait vraiment de gros déficits par 1 ou 2 années. Et puis, pour les 10 prochaines années, le financement, il est assuré. Donc, on est quand même dans une assurance très solide et très résiliente. Je serais beaucoup plus inquiet pour le deuxième pilier avec la capitalisation, ce qu'on met à la bourse, qui, là, disons, c'est une autre un histoire, peu plus inquiétant. Effectivement, c'est une autre histoire, c'est lié, mais c'est effectivement un autre problème. Donc, on reste jeune plus longtemps. Donc, si on passe, si c'est un oui qui est déclenché, ça va coûter encore plus cher, puisque finalement l'âge de la retraite sera
sera repoussé, donc on va être vieux plus longtemps. Enfin, va vivre plus longtemps. Alors. Bon, le problème, ça va être un gros problème. Il faut prendre l'enjeu de l'âge de la retraite de manière globale. Alors, sur la 13e rente, en tant que telle, disons, les modèles, pour l'instant, montrent qu'elle est assurée, en tout cas, assez facilement dans les prochaines années. Ouais. Puis après, c'est une question de besoin. C'est-à-dire, si on considère qu'il y a de la pauvreté aujourd'hui dans le 3e âge et le 4e âge, il faut répondre à cette question sociale. On ne peut pas laisser les vieux, quand même, devoir faire la manche à la sortie des Migros ou des COP. Et puis simplement, ça, c'est les images qu'on a dans les années 60-70. Hein. L'introduction des prestations complémentaires, c'était ça aussi, c'est de se rendre compte qu'en fait, la retraite, elle couvre pas les besoins vitaux et donc on doit mettre en place de l'assistance publique. Puis ça, c'est humiliant, c'est pas du tout un modèle pour un pays riche comme la Suisse qui est tout à fait satisfaisant. Mais... Après, de manière globale aussi, si on augmente l'âge de la retraite, ce que je disais avant sur les crèches, oui, c'est une solution simpliste pour, en quelque sorte, limiter les dépenses, mais en même temps, on a des prestations qui ne seront plus délivrées par cette population âgée. Il ne faut jamais oublier que les femmes âgées, en premier lieu, les jeunes grand-mères, c'est elles qui portent non seulement une partie de l'éducation des petits-enfants, c'est la plus grande crèche de Suisse, mais aussi la prise en charge du 4e âge. On oublie, mais en fait, c'est les jeunes seniors de 65 à 75 ans qui s'occupent des très grands âges de 80 à 90 ans. Et quand on regarde les gens qui, effectivement, vivent encore à la maison avec de l'autonomie après 80, 85 ans, c'est des gens qui ont de la famille, qui ont des réseaux, qui ont des proches qui s'occupent d'eux. Et ça aussi, c'est pris en charge par cette AVS. Alors que si on l'augmente, si on doit mettre en place des structures publiques, ça va coûter beaucoup plus cher. Donc là encore, la politique du 3e âge qui s'élabore dans les années 60, et puis qui encore aujourd'hui est en jeu, c'est un problème global. C'est pas un problème comptable. C'est pas combien d'argent rentre, combien d'argent sort. Il faut vraiment prendre plus globalement les prestations qui sont fournies par ces personnes âgées et qui représentent des milliards de francs suisses de prestations gratuites. Mais en fait, elles sont pas gratuites puisque c'est nous qui les finançons grâce à l'AVS. Effectivement. De 6h à 9h, écoute ou regarde le 6-9 de Morax. L'invité du matin. Mon invité ce matin, monsieur le professeur. Ça va toujours, Dominique Gavin? Toujours très bien. Merci d'être là. J'aimerais qu'on évoque un petit peu la démocratie aussi. C'est vrai, on en a beaucoup parlé ces temps-ci. Il y a eu le WEF aussi, où le sujet a été évoqué en long, en large, en travers. Et puis j'ai envie qu'on parle de la Suisse. Comment va la Suisse aujourd'hui, en 2024, selon l'historien que vous êtes, monsieur? C'est toujours très délicat de demander à un historien de faire des prédictions. Nous, on est très fort pour prédire le passé, pas tellement l'avenir. Mais disons, dans l'ensemble, on a un certain nombre de débats qui sont très structurants et qui reviennent de manière régulière depuis une dizaine d'années. On voit des phénomènes d'accélération, que ce soit les questions écologiques, que ce soit les questions d'égalité hommes-femmes, les questions sur le racisme, et puis dans le même temps des mouvements de bascule qui reviennent sur la primauté au pouvoir d'achat, la question des salaires, les débats sur la mobilité avec les autoroutes qu'il faut agrandir, pas agrandir, le rail en Suisse romande qui est un peu le parent pauvre avec des mécanismes de rattrapage. Donc, toutes ces choses-là s'expliquent sur la durée et dans le fond, il y a beaucoup de défis. Il y a, je pense, un gros problème d'investissement, de reprise en main en fait du politique où il faut un peu maintenant retrousser les manches puis avoir l'audace qu'on a pu voir par le passé, dans les années 50 ou même encore dans les années 80 sur certains domaines. Puis des fois, on sent que ça manque un peu de souffle, quoi. Ouais, l'impression quand même de temps en temps un petit peu. Mais parce on sort quand même de 20-30 années un peu compliquées. On avait vraiment une foi aveugle dans le libéralisme et le marché, et puis coup sur coup la crise de 2008, la faillite de l'UBS, et puis l'année passée quand même le grand coup sur Crédit Suisse qui nous met aux limites d'un système. On l'a évoqué tout à l'heure pour l'agriculture où on voit même les agriculteurs qui disent qu'on va sur la tête, mais aussi dans le domaine financier et banquier, on est dans un système en roue libre. Et sur lequel le politique est en train de reprendre la main par certains aspects, puis en même temps il lâche trop vite. Donc on n'est pas à l'abri de quelques surprises encore dans ces prochaines années. Mais géopolitiquement parlant, la Suisse, ça va aujourd'hui? Alors c'est intéressant, de nouveau, c'est en demi-teinte. À la fois, il y a quand même le retour de la guerre en Europe, qui est quand même un phénomène, et donc l'inflation est en grande partie aussi, il y a eu tous les phénomènes d'investissement et d'endettement liés au Covid, et la guerre en Ukraine qui débloque derrière et qui effectivement explique en grande partie la séquence qui s'est ouverte depuis 2 ans.
Et dans ce contexte-là, il y a le redéploiement de la politique étrangère de la Suisse, avec une place à l'ONU, au Conseil de sécurité, et dans le même temps une neutralité qui, comme elle a toujours été dans l'histoire de la Suisse, s'adapte à un nouvel ordre. Donc c'est une neutralité à géométrie variable. Donc on a des débats sur l'adoption, la reprise ou non des sanctions de l'Union européenne ou pas, la manière dont on essaye d'amadouer la Russie pour ouvrir des conférences de paix, le fait qu'il y a quelques semaines encore, on avait le numéro 2 chinois chez nous en visite officielle. Donc ça chôme pas, disons. Une armée qui perd des milliards. Ouais, non, il a dit ils allaient réapparaître. Non, mais c'est magnifique. Enfin, on est l'argent magique qui apparaît, qui disparaît. Non, mais j'adore. Si d'ailleurs il pouvait s'occuper un peu de ma carte de crédit, ce monsieur, je suis sûr qu'il pourrait me permettre d'avoir des fins de mois beaucoup plus sereines. Donc oui, l'armée avec aussi une mission, mais qui dans la séquence de nouveau avec la guerre aux portes de l'Europe, lui permet de justifier son existence. On achète des avions de combat dont on ne pourra même pas tirer vraiment on s'achète une Ferrari pour rouler à 120 km/h sur Lausanne-Genève, c'est un peu embêtant. Ouais, on est complètement d'accord. Mais voilà. Non, et puis dans le même temps, ce système politique avec ses votations régulières, ces débats sur la place publique montre que on est quand même une démocratie relativement vivante avec des objets complètement saugrenus des fois on n'a pas de nouveau d'initiative sur les cornes des vaches ou sur les langues bleues des bovins, mais 6 semaines de vacances. Voilà, oui, alors ça encore, voilà, on voit que sur certaines votations, mais c'est en même temps une leçon aussi parce que quand on voit la difficulté, par exemple, qu'a l'exécutif français à mettre en place des référendums avec des crispations sur mais comment les gens vont voter. Puis en fait, on est un exemple où on voit que les gens à la fois sont très raisonnables dans leur choix de vote, avec un problème qu'à mon avis on ne prend pas suffisamment au sérieux, qui est l'abstention, et surtout l'abstention des jeunes générations. Justement. Et comme enseignant, c'est sûr que là je suis interpellé, je trouve que sur l'éducation à la citoyenneté, il y a de vrais enjeux, sur le fait aussi de donner à faire adhérer cette jeune génération aux vertus de la démocratie et au fait que c'est le moins mauvais des systèmes. Bien sûr, mais il y a danger et donc, danger je ne sais pas, mais en tout cas il y a nécessité de retisser en fait un récit, de réaménager aussi, parce qu'il y a eu des mouvements importants ces 5 dernières années, que ce soit les grèves féministes ou les grèves pour le climat. À chaque fois, c'était des grèves d'ailleurs. C'est des modes de politique de contestation qui ne sont pas celles, disons, du débat serein et délibératif au Parlement, mais qui montrent bien aussi les enjeux et le fait qu'il y a une certaine impatience et puis le risque de désespoir est grand. Et là, je pense qu'effectivement, il y a urgence. Ouais. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Les projets de Dominique Delvangher, il y a des choses qui se passent Oui, je suis entre deux eaux. Donc voilà, j'ai sorti un bouquin l'année passée sur le 6 juillet 47, sur cette après-guerre. Et puis là, il y a plusieurs projets en suspens, des réflexions un peu sur toujours cette deuxième moitié du XXe siècle, qui est un peu le sujet sur lequel on travaille, où les historiens sont... les archives sont ouvertes depuis jusqu'à 1994, donc il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Et puis... de nombreux débats. Enfin, je vous invite à suivre un peu les activités qu'on mène, soit au laboratoire Histoire et Cité, le festival Histoire et Cité, qui sont des jolis écrins pour mettre les historiens en valeur et c'est passionnant dans l'espace public. Donc voilà. Ouais. Faudra venir nous trouver régulièrement. Avec grand plaisir. La porte est toujours grande ouverte. C'est ça, volontiers. Grand plaisir aussi. La rafale de questions, c'est une tradition avec notre invité. Alors là, il va falloir faire des réponses courtes, Dominique Delvangher. C'est une minute, c'est ça. Avec plein de questions. On va essayer d'en faire un maximum. Alors, on essaye. On est prêt ? Voilà. Alors, ça va dans tous les sens. Attention, c'est parti. Voilà. Rien ne va plus. Quel mot avez-vous le plus de mal à prononcer, Dominique ? Ultra-crépédentisme. Qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans notre pays ? Sa lenteur. Quel serait le meilleur cadeau que vous pourriez recevoir ? Un livre. De quel sujet pourriez-vous parler pendant des heures ? Allez, la retraite. Qu'est-ce qui vous a rendu fier récemment ? Ma fille. Combien de fois le téléphone sonne-t-il avant que vous répondiez ? Trop de fois. Quelle résolution pour cette année 2024 a été prise ? De la sérénité et un peu de réconfort. Quel est le plus gros risque que vous ayez jamais pris ? D'arrêter de boire de l'alcool au mois de janvier. Qu'est-ce que vous achetez toujours en trop grande quantité ? Des livres et un peu de vin. Ah, quand même ? Oui. Êtes-vous une personne du matin ou une personne de la nuit ? Ah, les deux. Quel est le dernier film que vous avez vu au cinéma ? Fabelmans de Spielberg. Bien, pas bien ? Moyen. Mais ça reste Spielberg, c'est très bon. Et faites un petit peu de sport, et si oui, quel est votre sport préféré ? Natation et vélo. Voilà, et c'est important ? Ah, absolument. Ouais. Ah ouais, ça c'est mieux que tous les antidépresseurs.
Très bien. Et puis la musique, vous avez choisi Un autre monde du groupe Téléphone. Pourquoi cette chanson Un autre monde? Est-ce qu'on rêve d'un autre monde quand on est Oui, historien d'abord c'est ma jeunesse. Je trouve que pour le matin ça donne la pêche. Et puis le texte est extraordinaire. Puis c'est vrai que ça fait du bien de rêver d'un autre monde. Ouais, un autre monde, on en rêve. Merci beaucoup Dominique Gervanger d'être venu. Merci Max. Merci monsieur le professeur. À bientôt. À très bientôt sur Merci de l'invitation. Bonne matinée à tous. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.